Bienvenue. Donc, c'est pour le dernier rendez-vous IFTH thématique avant les congés. Pas le dernier, mais avant la pause estivale, oui. Sur une thématique, alors qu'on a choisi complexe, puisque le sujet l'est. Nous nous intéressons aujourd'hui au recyclage des composites, à l'éco-conception des composites, dont on a l'aval, l'amont, des matériaux composites. Alors pourquoi ce sujet? Parce que nous, au sein de l'IFTH, nous traitons de ce sujet puisque les renforts dans les composites peuvent être textiles et le sont de plus en plus. Mais nous ne sommes pas seuls sur cette thématique. Elle est à la croisée des chemins de plusieurs filières. Donc c'est pour cela que nous avons choisi, alors nous en centre technique, en tant que centre technique, de collaborer avec d'autres centres techniques qui sont intéressés par toute cette, enfin intéressés de manière un petit peu aussi, comment dire, forcés par la réglementation, intéressés parce que cette thématique environnementale, elle concerne tout le monde. Donc aujourd'hui, le travail qui a été réalisé au sein de l'IFTH sur le recyclage et l'éco-conception, c'est un travail qui est un résultat collaboratif, réalisé avec donc le centre technique de la filière plasturgie, donc l'IPC, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais nous avons une représentante du CETIM. Donc Suzanne est avec nous également. Et donc Jean-Charles, pour nous, va vous présenter ce résultat qui est donc un guide, pas un livre blanc, un vrai guide, avec plein de choses intéressantes dedans. Et je vous laisse la main pour aller un petit peu plus en profondeur. Donc n'hésitez pas à poser des questions via le chat, nous y répondrons à la fin. Et encore une fois, ce rendez-vous est enregistré. Je te laisse la main, Jean-Charles. Parfait, merci Nadège pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Nadège, l'idée aujourd'hui de ce rendez-vous IFTH est donc de vous présenter en détail donc le guide donc sur le recyclage et l'éco-conception des composites, dans le guide grec, qui est paru donc en 2022. Donc aujourd'hui, donc finalement, la présentation va s'articuler autour en fait, d'une introduction un petit peu du contexte dans lequel s'inscrit la création de ce guide, encore une fois, qui est issu d'un travail commun entre le CETIM, l'IPC et IFTH, tous trois centres techniques industriels, avec donc la première partie sur justement autour de thématique des gisements, en fait, comment revaloriser les composites usagés, quels sont les gisements sur lesquels on peut travailler. Ensuite, les différentes opportunités qu'on va pouvoir avoir pour pouvoir trouver des solutions de recyclage ou autres solutions exutoires en fait, à ces composites usagés. Et enfin, une chose très importante, la partie donc éco-conception, pour justement trouver un petit peu la place de cet élément en fait, aujourd'hui et demain dans la fabrication des composites. Donc tout d'abord, une brève introduction. Finalement, on voit que le domaine, le marché des composites est en forte croissance depuis déjà plusieurs décennies et qui continue malgré une légère diminution en 2020 due à la crise, finalement en fait repart de plus belle et on voit que ces parts au niveau des marchés ne font que croître et vont encore croître sur les prochaines années. Et donc pose vraiment aussi la problématique justement de pouvoir gérer aussi ces composites et également la fin de vie de ces matériaux. Donc comme on peut le voir au niveau des tendances marché, finalement aujourd'hui on se retrouve avec un équilibre entre les composites qu'on va appeler donc thermodurcissables et les composites thermoplastiques. On voit que ces dernières années, ces derniers ont pris plus de place pour arriver aujourd'hui à quasiment un équilibre en fait entre la partie thermodurcissable et thermoplastique. Et où on voit également sur le marché, en fait, donc quand on pense composite haute performance, avec notamment donc, des renforts comme des fibres de carbone. Mais on voit que finalement, ces applications-là, ça reste aussi des marchés de niche. Et où les plus gros volumes, en fait, aujourd'hui, sont encore à partir donc, notamment de fibres de verre. On voit que plus de 95% en fait, du volume des composites reste à partir donc, de renforts en fibre de verre. Et
se partagent également aussi d'autres alternatives, notamment autour des fibres naturelles qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées et qui prennent de plus en plus de place aussi dans ce domaine-là. Donc finalement, autour en fait, donc de ce contexte-là, notamment donc, comme on le sait tous aujourd'hui autour d'enjeux climatiques, la gestion des ressources, puisqu'il y a aussi cette thématique-là de matière, hein, qu'elles soient pétro-sourcées, biosourcées, un accroissement de la pression réglementaire. On voit notamment depuis le début de l'année avec l'apparition de la loi AGEC, notamment qui va imposer aux industriels de réincorporer un certain taux de matière recyclée dans leurs produits. Mais également aussi la volonté finalement aussi des industriels du composite eh ben d'accroître aussi ces phénomènes d'effet d'économie dits circulaire, où on va pouvoir essayer de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, amont-aval, pour être vers un système beaucoup plus vertueux. Donc on voit aujourd'hui au niveau des filières les plus représentées, c'est ce que vous avez en haut à droite. On va aujourd'hui donc les composites, on va essentiellement les retrouver donc beaucoup dans la partie automobile, évidemment, dans la partie nautisme, éolien, mais également aussi tout ce qui va être dans le sport et loisirs et les bâtiments, entre autres. Donc de ces constats-là, finalement, en fait, donc l'objectif était de pouvoir dresser un état de l'art exhaustif de quelles étaient les technologies et également aussi l'avancée sur cette thématique-là autour du recyclage et de l'éco-conception, qui vient aussi en fait à la suite en fait d'un travail amont qui a été publié en 2017, qui s'appelait le guide à l'époque Krekoff, qui de la même façon rassemblait un certain nombre d'acteurs du domaine pour faire un état des lieux. Et là, l'idée a été d'aller vraiment plus loin, de creuser, vraiment créer en fait un état, un rapport, un guide technique qui allait vraiment pouvoir donner les outils et pouvoir donner en fait aux industriels la vision en fait des possibilités existantes en fait sur ce domaine-là pour encore une fois être vertueux. Et donc pour cela, donc quand on parlait de projet collaboratif, donc évidemment c'est un projet multipartenaire avec à l'initiative l'association des 3 centres techniques en fait, comme le disait Nadège au début, où il y a sûrement ce recouvrement en termes de complémentarité, en termes de thématiques, où on va tous travailler sur différents aspects, mais finalité sur le même domaine, donc que sont donc l'IPC, le centre technique de la plasturgie, le CETIM, le centre technique de la mécanique, et l'IFTH, donc le centre technique du textile et de l'habillement, également en collaboration avec les partenaires comme Polysia, mais également aussi les fédérations, puisque l'idée c'était d'être au plus près également des acteurs qui sont aujourd'hui positionnés sur ces thématiques-là, donc notamment la FIN, donc la Fédération des industries nautiques, et la PER pour la partie plaisance, mais également l'AFE avec donc l'association France Énergie Éolienne, et le tout financé par l'ADEME. Donc, à l'issue de ce travail de longue haleine, a été sorti donc 2 livrables qui sont aujourd'hui en libre accès et qui vous pouvez donc retrouver justement vous pouvez télécharger sur la librairie de l'ADEME. Donc, vous avez le lien qui est accessible avec 2 formats. Un format, on va dire, plus synthétique. Donc, et encore quand je dis synthétique, il fait quand même une quarantaine de pages, mais qui reprend donc les plus grandes informations, les plus génériques en fait, qui sont vraiment axées plus autour des acteurs de la chaîne pour avoir, on va dire, un premier vernis de la chaîne de valeur du composite et de son recyclage. Et un deuxième rapport, lui, beaucoup plus étoffé, hein, donc de plus de 170 pages, beaucoup plus technique et beaucoup plus scientifique, sur lequel, en fait, on pourra avoir un deuxième niveau d'expertise, si auquel cas vous avez besoin d'aller plus loin, pour avoir davantage de données en termes de valeur, mais également aussi en termes de bibliographie, etc. Je vais laisser là la parole à Suzanne, du coup, justement, qui va aborder la revalorisation des composites et notamment sur la partie gisement. Merci beaucoup, Jean-Charles. Oui, effectivement, je vais présenter rapidement la partie concernant les gisements des déchets composites. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Jean-Charles, un peu plus tôt, finalement, on se rend compte que le principal du volume des composites en termes de renfort, hein, on va être vraiment en volume, hein, je parle bien, pas en valeur. On va être vraiment sur de la fibre de verre à hauteur de quasiment 95%.
Donc c'est vraiment ce sujet-là qu'il va falloir traiter en termes de fin de vie des composites. Et c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose de trivial, hein, parce que la fibre de verre, par nature, a un coût qui est relativement faible comparé à d'autres types de fibres, bon, notamment la fibre de carbone. Donc c'est vrai que derrière, il faut que la filière, elle soit en cohérence aussi avec ce coût de la fibre vierge. Et donc du coup, voilà, il y a l'idée pour créer cette filière, il va falloir euh, massifier au maximum ces déchets. Donc déjà en termes de volume, qu'est-ce que ça représente ces déchets? Bon, les composites par rapport au plastique, c'est vrai que ça reste globalement un secteur un petit peu de niche, hein. On parle d'à peu près 350 kilotonnes par an, tout type de composite confondu. Donc, en termes de production, là, je ne parle pas de gisement du déchet, hein, puisque tous ces composites-là, ils arrivent en fin de vie de manière progressive. Et c'est vrai qu'actuellement, en termes d'application, les gisements, ils vont être beaucoup représentés, notamment dans la filière du nautisme, hein, d'où aussi euh, l'initiative de ce guide qui a été aussi poussé par la filière du nautisme. On trouve aussi voilà, la présence de déchets issus de l'industrie, l'éolien, bien sûr, le sport et loisirs qui représente une part actuellement petite, mais bon, qui tend à augmenter. Et puis tout ce qui va être les véhicules poids lourds, les véhicules frigorifiques qui finalement utilisent quand même pas mal de composites dans leur structure. Donc pour donner un exemple, la filière du nautisme, on parle d'à peu près 5 kilotonnes par an en termes de gisement. Donc c'est vrai que ça peut paraître faible au regard des volumes, par exemple, qu'on a sur les déchets plastiques, hein. Que je me permets de rappeler, les déchets plastiques, on est à peu près sur 4,5 millions de tonnes par an en termes de production, et en termes de déchets, à peu près 3,5 millions de tonnes par an. Donc là, on est à 5 kilotonnes, bon, pour la filière du nautisme, mais par contre, on a quand même un vrai enjeu parce que ce gisement, il est quand même très, comment dire, très massifié, très localisé. Dans certaines régions, on s'en doute, hein, qui sont plutôt des régions littorales, comme c'est représenté sur la petite carte, voilà, en bas à droite. Donc, c'est vrai qu'il faut offrir, voilà, actuellement, il faut prendre en compte en fait toute cette flotte de bateaux, là en l'occurrence, qui va arriver en fin de vie pour pouvoir offrir une solution autre que l'enfouissement ou des scénarios pires, hein, qu'on pourrait envisager avec abandon d'épave, voilà, un petit peu dans la nature. Donc c'est vraiment dans cette optique-là en fait que ce guide et puis voilà toutes les initiatives qui vont en découler ont été menées, quoi. Je peux passer à la suivante. Voilà, donc comme je le disais, l'idée c'est d'arriver à faire quelque chose de cohérent, voilà, pas que sur la filière du nautisme, mais d'essayer de massifier un petit peu tous ces gisements issus de différentes applications. Alors, typiquement, en bas à droite, vous avez un petit graphique qui me permet de montrer, donc hors aéronautique, hein, la répartition en fait du gisement de déchets composites à l'échelle de la France. Bon, il y a effectivement en violet la filière du nautisme. Vous voyez aussi que l'éolien et puis globalement toutes les applications industrielles ont une part très significative, hein, de ce gisement de déchets. Donc l'idée c'est d'arriver à faire du lien un petit peu entre ces différentes applications pour arriver à créer une filière qui soit économiquement, disons, viable, on va dire. Enfin, voilà, outre les verrous techniques, il y a quand même ce verrou-là, hein, quand on monte une filière disons, de traitement des déchets en fin de vie qui est un des principaux verrous à considérer. Voilà, oui, c'est bon. Très bien. Effectivement, donc maintenant qu'il y a eu ce travail-là, effectivement, de pouvoir essayer d'identifier les gisements, hein, parce qu'encore une fois, en fonction des différentes typologies de produits, on va peut-être pas les retrouver au même endroit. Et l'idée, une fois qu'on a
pouvoir donc avoir cet élément de massification, c'est à partir de cette étape-là, et surtout sécurisation du gisement, essayer de trouver des solutions en fait pour pouvoir trouver des solutions de fin de vie. Et notamment, donc ça passe par les différentes opportunités de valorisation. Donc aujourd'hui, finalement, on va dire sur la partie valorisation, recyclage, aujourd'hui, donc sans doute vous le connaissez tous, cette fameuse pyramide de hiérarchisation en fait des déchets, et notamment donc avec les différents niveaux en fait du pire au moins pire, du mieux pardon au pire sur les échelles. Donc forcément tout ce qui va être la prévention, donc ça va être par exemple l'utilisation des matières, et également toutes les phases d'éco-conception. Donc on verra finalement agir dès cette étape-là avant de la partie co-conception de la matière qu'on aura anticipé, la matière qu'on va produire, c'est l'étape finalement la partie la plus vertueuse. Mais il reste aussi donc une fois tous les matières qui sont elles déjà conçues et qui n'étaient pas à l'époque aussi imaginées et designées pour répondre à des problématiques aussi de recyclage. Donc il va y avoir dans ces différents niveaux, du plus vertueux au moins vertueux, la partie réutilisation, où là il y a encore une fois cette partie réglementaire, on va tomber sur la dénomination de déchets, et là c'est là être aussi très important, mais ça c'est une notion qu'on abordera juste après. Ou après, donc à la suite, c'est la partie recyclage. Donc on va essayer de trouver des solutions de fin de vie plus ou moins vertueuses. Et pour éviter au maximum, quand on le peut, les autres solutions qui, elles, le sont moins. Donc par exemple, la valorisation énergétique ou l'incinération. Et éviter surtout le pire, qui est l'enfouissement, et qui est encore aujourd'hui, finalement, les deux choses, que ce soit l'enfouissement et également la valorisation l'incinération, merci, qui sont aujourd'hui les plus utilisés encore. Voilà, donc finalement, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'organiser ces filières-là en différentes REP. Donc les REP, c'est tout ce qui va être les responsabilités élargies des producteurs. Et on voit que finalement, à travers les différents domaines d'activité, ces filières-là commencent aussi à se structurer, et notamment en fait dans la partie éolien et surtout le nautisme aujourd'hui, qui est, on va dire, une tête de proue sur, si je puis dire, sur cette partie de construction de filières. Et donc, par rapport finalement aux différentes possibilités, donc là, aujourd'hui, on va avoir différentes opportunités justement pour valoriser en fait, les parties, notamment les déchets composites. Donc là, on abordera juste après les parties d'éco-conception, mais là, sur la partie donc plus à proprement parler des déchets, on voit que donc il y a plusieurs options qui vont être possibles. Donc, notamment la partie, donc tout ce qui va être on va dire le plus vertueux, donc les notions de réemploi. D'un point de vue réglementaire, ça va être finalement la réutilisation de tout ce qui est les produits, matières, mais qui n'ont pas été considérés comme des déchets. Parce qu'encore une fois, quand qu'on a le statut réglementaire de déchets, là on change de catégorie et on passe donc à la catégorie en dessous au recyclage, et c'est compliqué après de pouvoir sortir de ce statut-là. Mais avant ça, peut être considéré donc tout ce qui va être les coproduits de fabrication, donc les chutes de production par exemple, qui ne sont pas des déchets, et qui ne peuvent ne pas être considérés comme des déchets. Et donc là, quand on parle de réemploi, ça va être notamment donc, issu dans le domaine des composites. Donc là, vous avez des exemples ici de deux entreprises françaises, donc Lavoisier Composite et l'entreprise Hopper, qui réemploient, comme quoi il faut faire attention au pouvoir des mots, réemploient les semi-produits, les chutes de pré-imprégnés, donc en l'occurrence carbone. Donc ici, notamment, c'est des fins de rouleaux de pré-imprégnés pour l'industrie aéronautique, et qui, en fait, ces chutes, en fait, ne sont pas utilisées et qui, en fait, devenaient des déchets. Ces deux entreprises l'utilisent dans deux domaines différents. Lavoisier réemploie ces chutes-là pour faire notamment tout ce qui va être des nouveaux composites dans l'horlogerie, et l'entreprise Hopper développe donc des lames de course pour les personnes handicapées. Donc encore une fois, on trouve une seconde vie dans le réemploi de ces matières. Et de la même façon, un autre exemple, c'est dans le domaine de l'éolien, où en fait on va réemployer des pièces qui, elles, sont en fin de vie de différentes façons.
soit orienté en fait sur un marché de la seconde main, parce qu'une éolienne c'est fait pour tourner à 15-20 ans, mais après on peut venir la changer, donc alimenter des marketplaces donc pour échanger ou que ces éoliennes puissent être réemployées sur à d'autres endroits, ou venir en fait réparer ou allonger la taille des pales par exemple, ou également ce qu'on appelle l'opération de repowering, c'est-à-dire changer la motorisation pour avoir quelque chose de plus puissant, et là on conserve la structure. Voilà, donc là c'est deux exemples de réemploi notamment. Et quand je dis que c'était important au niveau des mots, des termes, parce que finalement en fait, lorsqu'on n'a pas le statut de déchet, on peut parler de réemploi, mais quand on va passer donc sa thématique à un point de vue réglementaire, avoir le statut de déchet, pour le coup, on va voir là d'autres choses qui vont pouvoir être faites, et notamment donc l'étape de réutilisation. Donc, d'un point de vue réglementaire, il s'agit en fait de l'opération, on va réutiliser la pièce en l'état, moyennant quelques ajustements, pour pouvoir en fait avoir une autre utilisation. Ou notamment aujourd'hui de l'entreprise française donc Bateau qui est basée en Bretagne, ou qui réutilise en fait, retape des coques, en fait des bateaux en fait qui ont en fin de vie, pour pouvoir donner une autre utilisation. Donc que ce soit par exemple la création d'endroits insolites, que ce soit un hôtel, une auberge de jeunesse ou des bureaux par exemple. Et également, on a exactement la même chose qui a été faite notamment avec le bureau design Superuse, qui réutilise des pales d'éoliennes pour en faire notamment des aires de jeu ou du mobilier urbain. Voilà cette notion de réutilisation. Donc des solutions sont possibles, plutôt que, encore une fois, pour éviter le pire, que ce soit l'enfouissement ou l'incinération. De la même façon, après, encore une fois, donc si on ne peut pas passer, s'il n'y a pas la possibilité de réutiliser, il y a tout ce qui va être donc les notions de recyclage. Et alors là, on va pouvoir identifier tout un panel en fait de possibilités. Donc l'opération de recyclage, d'un point de vue réglementaire, donc c'est bien en fait de traiter en fait ces déchets pour en fait avoir de la valorisation des matières, mais qui ne soit en dehors de la valorisation énergétique. Et donc ça, on va avoir plusieurs typologies. La plus simple reste donc le recyclage, on va appeler mécanique. Donc l'idée initialement, c'est de pouvoir en fait réduire la taille des déchets en vue de pouvoir les réintégrer. La plupart du temps, donc ça se fait sous forme de broyage. On va récupérer des portions, soit des portions de fibres ou des portions de matrice, qui vont pouvoir être réintégrées sous forme de charge ou sous forme de renfort dans de nouvelles pièces. Et en fonction de la typologie, justement, on va pouvoir récupérer des tailles de fibres plus ou moins longues, ou des portions de poudre plus ou moins importantes. Et donc finalement, il se trouve que, notamment sur la partie composite, aujourd'hui en France, donc il y a bien évidemment une entreprise qui a émergé depuis 2020, qui s'appelle l'entreprise Fermat, qui propose notamment à partir de recyclage mécanique de faire de nouvelles plaques composites à partir justement de délaminage de fibres de carbone et de plaquettes. Mais historiquement, il se trouve qu'en fait en France, il y avait énormément d'initiatives autour du recyclage mécanique au milieu des années 2000, et notamment autour de la fibre de verre, puisque comme on l'a dit précédemment, le volume aujourd'hui de cette matière est quand même considérable. Et il se trouve que toutes ces initiatives ont périclité. Et donc en France, à part cette partie-là sur le carbone, il n'existe que très peu ou plus du tout de solutions techniques sur cette partie recyclage mécanique, à cause notamment de l'équilibre économique qui n'avait pas forcément été trouvé à l'époque, mais aussi également du contexte, on va dire, environnemental et politique qui n'était pas du tout le même. Et donc finalement, on peut prêter poser la question et dire, mais est-ce que finalement ça peut être quand même intéressant? Et la réponse est bien oui, puisque à l'étranger, d'autres entreprises, notamment donc Reprocover et Conenor, qui sont basées aux Pays-Bas, recyclent les fibres, notamment les fibres de verre, pour refaire de nouveaux matériaux composites, et qui en fait démontrent bien que l'équilibre économique, bien que difficile, peut être trouvé. Et pourquoi? Parce que finalement, en analysant un petit peu l'historique, on s'est aperçu que tout ce qui avait été périclité malheureusement en France, les initiatives, c'est parce qu'ils envisageaient toujours une boucle fermée. Donc, c'est-à-dire,
réintégrer en fait la matière recyclée pour faire exactement la même pièce. Et on sait que dans le recyclage, malheureusement, on va perdre un petit peu de propriété. Et ce qui justement rendait ce compromis-là, performance et économique, un peu compliqué. Et alors que les entreprises que je viens de citer, Rocoprover et Conor par exemple, elles sont en boucle ouverte. Et donc, en envisageant d'autres applications, finalement, on voit que c'est possible et que ça peut fonctionner. Voilà. Et donc ça, finalement, on voit que cette piste-là est faisable et notamment, en fait, va sans doute être explorée par la suite. Donc la seconde option aussi, c'est le recyclage thermique. Donc là, cette fois-ci, c'est cette option-là vient en fait en venant décomposer la portion, on va dire, organique, donc la matrice du composite. Donc le composite, c'est donc une matrice et un renfort. En élevant la température, on vient dégrader cette portion organique pour venir libérer les fibres qui peuvent être utilisées. Et aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment autour des fibres de carbone. Donc beaucoup aujourd'hui de produits, pas forcément en France, mais à l'étranger, sont obtenus à partir donc de dégradation thermique pour récupérer des fibres de carbone et en refaire des produits à haute valeur ajoutée. Mais en France, l'entreprise notamment Composite Recycling, enfin la paire avec l'entreprise Composite Recycling qui, elle, est en Suisse, ont mis au point en fait un nouveau système pour en fait valider cette utilisation donc, de recyclage thermique, mais pour les fibres de verre, et notamment pour venir traiter les gisements à l'endroit où ils se trouvent des fibres de verre. Et donc en l'occurrence, ils arrivent à trouver leur équilibre économique en développant en fait des unités mobiles qui en fait viennent donc sur place pour faire traiter thermiquement donc, les composites, récupérer les fibres avec des propriétés mécaniques quasi équivalentes à de la fibre vierge, donc très intéressantes, qui peuvent être après réintégrées dans de nouveaux composites. Et le modèle est vertueux, puisqu'après, la portion organique, elle, quand elle est, on va dire, décomposée, c'est sous forme d'huile, qui peuvent être après réutilisées, notamment pour la partie carburant. Ce qui fait qu'en fait, on aura un système qui est vertueux et surtout un système autonome pour traiter ce type de matière. Enfin, on va retrouver donc le recyclage donc chimique, où de la même façon que la partie thermique, l'objectif est de venir décomposer en fait la matrice, donc la portion organique, mais cette fois-ci par voie chimique, donc par dépolymérisation, pour pouvoir libérer les fibres et pouvoir en refaire et réintégrer dans de nouveaux composites. Et par contre, en France, on dispose aujourd'hui de 2 belles entreprises qui permettent et qui ont développé ces technologies-là et qui fonctionnent à l'échelle industrielle, notamment l'entreprise Extractive et l'entreprise Alpha Recyclage Composite, qui aujourd'hui, notamment Arc, possède en fait une installation à l'échelle industrielle capable de traiter plus d'1 tonne jour de composite. Et donc, on a vraiment aujourd'hui cet équilibre-là qui a pu être trouvé, et donc cette voie assez vertueuse qui permet de récupérer donc, des fibres de carbone, donc encore une fois de haute valeur ajoutée, qui conservent leurs propriétés mécaniques et qui peuvent être réintégrées dans de nouveaux composites. Enfin, je l'évoquais tout à l'heure, la partie valorisation énergétique. Donc, initialement, c'était plus l'incinération qui était utilisée. Donc, l'incinération, elle est aussi à éviter, puisqu'en fait, on brûle pour brûler. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère rien. Ce qui justement aujourd'hui a au niveau en fait quelque chose d'un peu plus vertueux finalement que cette phase-là, c'est la valorisation donc dite notamment par la transformation sous forme de CSR dans des combustibles solides de récupération, où l'idée c'est de pouvoir associer en fait une partie, donc notamment les parties organiques avec un potentiel calorifique intéressant, qui puisse être compacté, se faire former des granulés. Et ces granulés-là peuvent venir en alternative à l'utilisation de pétrole ou de gaz pour chauffer, pour des chaufferies, ou également tout ce qui est pour la partie cimenterie, notamment voilà, en termes d'exutoire. Et on voit que finalement, cette partie-là, CSR, se développe fortement en France. Donc là, vous avez
une carte que vous allez pouvoir retrouver également sur le guide qui remet un petit peu tous les points, les sites de transformation de CSR en France et qui peuvent être très intéressantes pour la transformation. Et donc là, on parle du composite, mais c'est également vrai pour la partie notamment textile, où on sait qu'il y a beaucoup de textiles synthétiques avec des chutes de production et autres. Et effectivement, toutes ces chutes, si on n'a pas trouvé forcément de solution de revalorisation, plutôt qu'encore une fois de les incinérer ou de les enfouir, les CSR restent aussi un moindre mal pour pouvoir les retransformer et les valoriser. Voilà. Donc une fois qu'on parle gisement et un petit peu les différentes thématiques de recyclage, Suzanne va présenter maintenant la partie éco-conception des composites, donc encore une fois pour pouvoir préparer l'avenir. Merci Jean-Charles. Effectivement, l'éco-conception dans le but de typiquement rendre peut-être plus recyclable notamment, mais surtout l'éco-conception dans l'idée de venir réduire les impacts environnementaux du produit, alors du produit, pas que du matériau, hein, du produit, sur l'ensemble de son cycle de vie. Parce que la première étape en fait de l'éco-conception, c'est de s'appuyer sur des outils. Donc quand on parle d'outils, c'est voilà, comment, dans une démarche de conception classique, venir intégrer ces critères environnementaux pour faire ce qu'on appelle de l'éco-conception, hein. Donc c'est un petit peu le schéma que vous avez sur la droite. Le design classique où on prenait en compte les critères de qualité, de coût, de performance produit. Là, en fait, dans l'éco-conception, on ajoute le critère de la performance environnementale. Et pour le prendre en compte, ce critère-là, eh ben, il faut définir un cadre, un périmètre, et puis effectivement des critères. Donc, voilà, on a ces deux notions-là. Le périmètre, ça va être de dire, voilà, sur le cycle de vie de mon produit, à quelles étapes je m'intéresse, la production, l'utilisation, la distribution, voilà, la fin de vie du produit. Et finalement, quand je parle d'impact environnemental, de quoi je parle? Est-ce que, effectivement, tout le monde connaît le réchauffement climatique, l'indicateur du réchauffement climatique, donc en kilo CO2, enfin, en kilo équivalent de CO2, mais finalement, en fait, il y a toute une panoplie de critères environnementaux, l'appauvrissement des ressources fossiles ou abiotiques, la pollution des sols, la pollution de l'eau, l'utilisation de la ressource d'eau. Voilà, il y a toute une gamme de critères donc, qui sont plus ou moins robustes, hein, je vais en parler après avec la notion d'ACV, qu'on peut considérer. Et c'est important de les considérer parce qu'il va y avoir aussi ce que je vais dire après, la notion de transfert d'impact. Une fois qu'on a défini un petit peu ce périmètre et puis finalement les critères qu'on va regarder, finalement on a plusieurs niveaux d'analyse qui vont découler sur différents types d'actions. Donc en termes d'analyse, on peut déjà avoir une première analyse qualitative, c'est-à-dire pas venir forcément chiffrer l'impact environnemental du produit, mais avoir déjà des premières idées en fait de comment se situe mon produit. Donc voilà, on n'est pas sur des notions forcément très chiffrées, mais qui permettent de prendre des actions vers l'éco-conception du produit. Donc il y a différents outils, voilà, profil environnemental du produit, faire la liste des impacts environnementaux, définir des grandes lignes directrices en conception qui vont permettre voilà, de réduire, l'impact environnemental, en tout cas estimé, du produit. Et puis, il y a des outils quantitatifs. Et en général, on est quand même un peu obligé d'en passer par là si on veut être rigoureux et si on veut se conforter sur le fait que la démarche d'éco-conception telle qu'elle est mise en œuvre, elle est bien efficace d'un point de vue environnemental. Donc vous connaissez peut-être l'analyse de cycle de vie, donc qu'on peut mener de manière complète ou de manière simplifiée. Il y a aussi le bilan carbone que voilà, qu'on entend beaucoup en ce moment, où là on va être sur une analyse un peu monocritère, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'impact environnemental qu'on appelle du réchauffement climatique, donc où en fait on fait le bilan du dégagement de CO2 équivalent sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou sur une partie du cycle de vie. Derrière, après ces analyses-là, va découler un certain nombre d'actions et on va dire de niveaux d'éco-conception. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire de l'éco-conception en mettant en œuvre des solutions relativement simples,
des petites reconceptions d'un produit, par exemple, déjà existant, ou alors on peut aller carrément sur des niveaux où on va définir de nouveaux concepts, même au niveau de la fonction, que ce soit au niveau de la fonction du produit, l'innovation fonctionnelle, on va dire, ou même au niveau du concept produit-service. Par exemple, ne plus réfléchir en termes de quantité de produits, mais en termes de quantité de services rendus. Et là, on a un exemple concret en tête. Par exemple, dans le cas des pneumatiques, c'est une démarche qui a été menée par Michelin qui ne vend plus forcément, enfin dans certains cas, hein, mais pour les marchés poids lourds qui offrent un service avec un nombre de kilomètres parcourus plutôt qu'un nombre de pneus, un prix aux pneus vendus, quoi. Voilà, donc ça implique derrière des opérations de maintenance pour augmenter la durabilité du produit, etc. Donc c'est des démarches qui sont relativement vertueuses. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Voilà, donc en termes de solutions techniques, pour poursuivre sur ce que je viens de dire, en fait, elles peuvent être, on peut en avoir à toutes les étapes, hein. On peut en avoir à l'étape de la conception, donc ça, finalement, c'est là où on a peut-être le plus grand pouvoir, en fait, de gain en termes d'impact environnemental, où on va aller. Suzanne, Et tu nous ouais, entends? Jean-Charles, je te Bon, je prends le laisse la relais. place. Donc, Tu prends le relais? effectivement, donc sur la partie également, la partie conception, donc comme l'évoquait Suzanne, mais également la partie production, où en fait l'idée ça va de pouvoir travailler les différents matériaux et les procédés en fait avec une réduction d'impact, adapter les procédés ou changer les procédés pour justement diminuer leur impact sur la fabrication de la pièce. Puis après, tout ce qui va être les parties d'utilisation, les plans de maintenance, prévention et consommables, encore une fois, c'est aussi. En fait, il y a pas de mode. Il y a tout à prendre en compte, en fait, et tout va avoir un impact finalement sur le bilan final. Du coup, je te laisse. Hop, Ah, tu as ton on micro a perdu coupé. le micro, du coup. Oui, désolée, je sais pas, j'ai été déconnectée. Pas de Ok, souci. donc du coup, voilà, je pense que tu as balayé un petit peu les quatre parties. La fin de C'est vie, ça, à la hein? limite, je te la laisse. On a pas le temps Ok. d'évoquer. Non, mais voilà, donc bon, mais comme donc on joue à toutes les étapes, y compris sur la fin de vie. Mais voilà, toutes ces étapes sont liées. C'est-à-dire que finalement, en conception, l'idée, c'est de vraiment définir le produit de manière à rendre possible aussi toutes ces améliorations tout au long du cycle de vie du produit, hein. Amélioration en termes de maintenance, de durabilité, de possibilité, enfin voilà, de recyclabilité, on va, en tout cas de manière technique, recyclabilité. Et puis voilà aussi tout ce qui est promotion effectivement de filières de collecte, des systèmes de consigne, tout ça, ça fait partie des démarches d'éco-conception, quoi. Voilà, il y a pas mal de leviers, donc du coup, pour conclure, voilà, qui sont possibles dans une démarche d'éco-conception. Voilà. Donc, au niveau de l'outil, on va faire un petit focus sur l'outil de l'analyse du cycle de vie. Voilà, qui est une démarche bien méthodique, qui est une démarche qui est normée et décrite dans l'ISO 14040. Alors, quand on fait une analyse de cycle de vie complète, on est obligé, selon la norme, de passer par un certain nombre d'étapes. Donc déjà, définir les objectifs et puis le champ de l'étude, hein. Le champ de l'étude, ça va être quel est mon produit, quelle quantité de services je considère, sur quelles étapes de son cycle de vie. Partant de là, donc, on a vraiment la brique de départ. On fait voilà, tout ce qui va être inventaire des flux entrants, des flux sortants. Donc, combien de matière j'ai besoin, combien d'électricité, combien d'air comprimé, euh, quelle quantité de carburant, par exemple, va être utilisée tout au long de la phase d'utilisation du produit. Et ensuite, sur cette base, donc c'est vraiment la partie finalement la plus complexe sur laquelle il faut souvent faire un certain nombre d'hypothèses.
et qui permet ensuite d'arriver à l'évaluation des impacts. Donc là, on utilise des outils des logiciels en fait d'analyse de cycle de vie. Donc vous en connaissez peut-être, il y en a un qui est extrêmement connu et répandu, qui s'appelle Sigma Pro, qui permet de faire de l'analyse de cycle de vie complète. Il y a pas mal d'outils d'analyse de cycle de vie simplifiés qui fleurissent. Donc effectivement, le CTIPC, justement, on a créé un là récemment dédié à la plasturgie. C'est 3R Impact. Le CETIM, effectivement, aussi a co-développé un outil bon, là, qui est plus vraiment sur l'industrie mécanique, pas forcément que dédié à la plasturgie ou au composite. Donc voilà, il y a un certain nombre d'outils qui existent. Il y en a un, voilà, ECIA qui existe plus spécifiquement sur le composite. Ce qu'il faut bien comprendre en fait à cette étape-là, c'est que finalement un peu le nerf de la guerre, ça va être tout ce qui est base de données environnementales. C'est là où finalement c'est l'enjeu en fait, c'est d'arriver à évaluer un petit peu les impacts environnementaux pour des unités de produits ou de matières ou de process donnés. Et ça, voilà, ça c'est des choses qui sont pas forcément évidentes à faire et donc en fonction des bases de données, on est plus ou moins fourni sur voilà sur la possibilité de modélisation, on va dire. Une fois qu'on a évalué les impacts, il y a toute la phase d'interprétation, c'est-à-dire regarder où sont situées les plus grosses sources d'impact, qui permet aussi de dire voilà, sur quelles étapes du cycle de vie ou sur quels matériaux il faut de mon produit, il va falloir que je joue pour arriver à gagner le plus en termes d'impact environnemental. Donc, c'est là qu'on tire finalement des recommandations. Et puis, dans le cadre d'une ACV complète, selon la norme, normalement, il faut qu'il y ait une revue critique de l'ACV qui soit réalisée par un tiers indépendant, un expert indépendant. Voilà, après, donc en haut à droite, vous avez un petit schéma qui vous explique un petit peu finalement différents périmètres qu'on peut définir dans le cadre de la CV. Donc c'est vrai qu'il y a deux grands cadres en général. Soit on s'intéresse à l'ensemble du cycle de vie, on appelle ça cradle to grave, du berceau à la tombe, où là la fin de vie par exemple est prise en compte. Soit c'est assez souvent réalisé aussi, on s'intéresse à la phase de fabrication depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fabrication du produit, la sortie d'usine, donc ce qu'on appelle du berceau à la porte, cradle to gate. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Donc, dans le guide, dans le grec, vous allez retrouver des informations justement par rapport aux impacts environnementaux d'un certain nombre de produits, enfin, de renforts et de matrices pour les composites. Donc là, je vous présente simplement le petit graphique qui est repris du grec sur les fibres, où vous avez des données d'impact sur trois types de fibres naturelles, lin, jute et kénaf, comparé à trois types de fibres synthétiques, donc polyester, carbone et verre. L'idée étant d'avoir quelque chose de comparatif, donc en fait la fibre pour chaque catégorie d'impact que vous avez en abscisse, chaque groupe de barres de données, la fibre la plus impactante représente 100% voilà, de l'impact, et toutes les autres fibres en fait sont représentées en comparatif de ces 100% voilà, de la fibre la plus impactante. Donc là, ce qui ressort assez nettement sur les fibres, c'est que la fibre de carbone, pour un certain nombre d'impacts, donc c'est les barres bleues, est souvent voilà, la plus polluante, on va dire, enfin, en tout cas la plus impactante environnementalement. C'est très flagrant sur la première catégorie qui est le changement climatique, donc en kilo CO2. Malgré tout, il y a quelques catégories d'impact sur lesquelles on a les fibres naturelles qui ressortent et ce qu'on comprend bien. En fait, par exemple, au niveau de l'utilisation des sols, ou alors de l'eutrophisation de l'eau, qui est une forme de pollution des eaux. En fait, là, les fibres naturelles liées au processus de culture, finalement, vont être plus impactantes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des transferts d'impact. C'est-à-dire que
l'ACV nous permet d'évaluer entre deux solutions. Si on gagne sur un impact, potentiellement, on peut perdre d'un autre côté. Et donc, ce qu'on appelle les transferts d'impact. Et c'est important en fait, d'avoir bien ça en tête, d'où en fait, cet outil méthodologique pour prendre en compte ces phénomènes-là. Voilà, oui, au niveau des fibres, donc les fibres naturelles, c'est intéressant pour réduire globalement les impacts, hein. Après, voilà, il y a effectivement des phénomènes, donc, comme je l'ai dit, de transfert d'impact, variabilité des performances, et puis souvent les fibres naturelles, hein, notamment le lin, qui est la fibre actuellement qui est le plus mature industriellement. Et d'ailleurs, la France est un des plus gros producteurs de lin. Bon, après, la fibre est traitée en Chine, donc elle fait quelquefois le tour de la Terre avant de revenir dans notre pays. Donc, c'est vrai qu'en termes de logique environnementale, on n'est pas tout à fait encore au point. Mais bon, c'est vrai que ces fibres naturelles, elles sont, disons qu'elles vont faire concurrence à la fibre de verre. En termes de coût, on parle de à peu près 2-3 fois le coût de la fibre de verre. Elles sont pas tout à fait au même niveau de performance, hein, quand même, faut le savoir. Donc ça veut dire que en termes de dimensionnement des pièces, bon, il va falloir en tenir compte. Bon, malgré tout, elles sont quand même significativement plus légères, sont même plus légères que la fibre de carbone. Donc c'est vrai qu'en termes de gain de masse, ça peut être aussi intéressant. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte en fait dans la démarche d'éco-conception. Ouais, alors la slide d'avant peut-être. Sur les polymères, je vais dire un petit mot, je vais pas m'étendre, enfin je vais essayer de pas m'étendre sur Je vais faire la police du temps après. Mais oui, je suis extrêmement... Non, mais bon, voilà, c'est des informations que vous retrouvez dans le grec. L'idée, c'est de vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez retrouver. Bon, là, typiquement, c'est les impacts environnementaux pour différents types de matrices. Polymères que vous allez retrouver finalement dans les composites. On parle beaucoup de polymères biosourcés. Est-ce que c'est une vraie solution? Actuellement, c'est pas forcément très très clair parce que bon, déjà, on a du mal à avoir des données d'impact environnementaux très fiables sur les polymères biosourcés. Il y a aussi voilà, il y a aussi des notions, en fait, c'est souvent des technologies de production qui sont brevetées, donc qui dépendent d'un acteur dans le monde. Donc, en termes de lieux de production, voilà, on va être sur des lieux qui peuvent être typiquement le polyéthylène, ça va être au Brésil, lié un peu à la déforestation. Donc, il y a quand même des effets un petit peu, parfois des dommages collatéraux, on va dire, hein, par rapport à ces polymères biosourcés. Après, il faut savoir que ça représente moins d'1% actuellement, hein, de la production des plastiques, hein. Les matières pétrosourcées restent très largement majoritaires, et notamment par rapport à des problématiques de coût, hein. Voilà. Donc, bon, globalement, les polymères biosourcés, je pense qu'il y a le gain en termes d'impact environnemental n'est pas forcément avéré. Il y a l'enjeu en fait de s'affranchir de la ressource pétrole, hein, par contre, qui reste très prégnante. Donc c'est peut-être ça qu'il faut garder en tête sur le sujet. Voilà. Oui, oui, enfin, ouais. Bon, je n'ai pas parlé, effectivement, j'ai pas abordé, non, c'est moi, j'ai pas abordé la question du recyclage. En fait, oui, en termes de réduction d'impact, la vraie piste actuellement par rapport au plastique, après les composites, il y a d'autres verrous, mais au niveau des plastiques, effectivement, ça va être le recyclage. Là, on atteint des gains environnementaux de l'ordre de 75% suivant les matrices, suivant les plastiques. Donc là, clairement, c'est le recyclage qui représente la meilleure piste actuellement de réduction d'impact, avec ce qu'on sait sur des éventuelles réductions de performance et durabilité de ces matériaux-là. Et puis après, il y avait un petit exemple c'est un petit exemple d'études comparatives entre un polymère complètement biosourcé, donc fibre de lin, PLLA,
comparé à un polymère, un composite verre polyester. Donc d'un côté où on fait l'étude vraiment sur la production, on va dire, juste l'étape de la production, berceau à la porte, versus de l'autre côté où on prend en compte différentes solutions de fin de vie. Et on voit que, je ne vais pas le décrire dans le détail, on voit il y a vraiment des gains environnementaux qui peuvent être acquis avec ces pistes-là, malgré, comme je le disais un petit peu plus tôt, voilà, quelques transferts d'impact qu'il faut garder en tête, quoi. C'était juste là un petit résumé, en fait, je pense qu'on y a passé assez de temps, des différentes pistes évoquées là pour réduire les impacts. Donc je pense qu'on peut passer peut-être à la conclusion étant donné le temps. Merci Suzanne. Donc effectivement, en termes de conclusion, notamment en perspective, donc on a pu le voir que il y avait pas mal de possibilités en fait qui pourraient être envisagées, et donc en fait un certain nombre de solutions qui restent encore à développer, qui ont montré leur potentiel, mais qui restent encore à développer, notamment pour améliorer la recyclabilité ou même la durabilité aussi des matières, chose aussi qu'on regarde très fortement dans le textile. Et également aussi diminuer les impacts en fait, environnementaux et autres des pièces. Également aussi tout un tas de méthodologies qui restent encore à s'approprier. Donc on voit que les industriels les intègrent de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de notions à apprendre, notamment sur la partie éco-conception ACV, mais encore aussi d'autres choses, hein, notamment sur la création de bases de données également. On ne l'a pas abordé, mais notamment CTIPC aujourd'hui travaille aussi sur toutes les notions qu'on appelle d'ICV, en fait, qui sont complémentaires également sur la base de données ou qui viennent en fait créer en fait justement aussi des mesures pour quantifier tout ce qui est ressources énergétiques, l'utilisation de matières premières. Donc en gros, aller directement chez les industriels, regarder la consommation des procédés et des machines et autres, et pour pouvoir en fait intégrer ça dans les bases de données et pour intégrer après tout ça dans ces notions en fait d'éco-conception. Voilà. Donc, avec à partir de tous ces éléments, mais surtout aussi des filières à considérer et à consolider. Puisque là, pour le coup, il faut également avoir cette création des filières qui soient cohérentes par rapport au gisement, encore une fois. L'idée, c'est de pouvoir en fait s'associer, mutualiser et pour pouvoir massifier, mais prendre en considération les lieux en fait, où se trouvent la plupart des gisements pour pouvoir les sécuriser et après pour pouvoir les valoriser et établir des stratégies on va dire, de fin de vie qui soient économiquement viables. Voilà. Donc, pour conclure aussi sur les dernières évolutions, qui elles ne sont pas forcément dans le guide, en fait, puisque depuis, en fait, les 3 centres techniques continuent à collaborer, à travailler, et notamment, donc, je l'ai abordé sur la partie IPC qui aujourd'hui travaille sur les notions d'ICV composite pour l'alimentation des bases de données, mais également le CETIM, de son côté, a de nombreux projets, notamment donc, un projet sur l'évaluation d'impact des polymères, également l'impact des polymères, enfin, les polymères à moins d'impact environnemental. Donc, on voit c'est des sujets qui sont en cours et qui mobilisent les équipes pour travailler. Et également aussi le lancement d'un grand projet d'économie circulaire, parce qu'on voit que ce terme, en fait, encore une fois, l'importance d'avoir vraiment cet effet de circularité pour pouvoir trouver, en fait, les solutions en commun et pour avoir limité justement les différents impacts. Voilà. Je mettre du temps, on va s'arrêter là. C'est du parfait coup. du coup. Alors, je vous ai Donc, pas pressé parce que je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je suppose que vous avez été très clair aussi. sans doute. Il y a beaucoup, non, mais il y a beaucoup d'informations Déjà. et j'ai donné le lien pour récupérer le guide aussi via le chat. Donc, j'imagine assez bien que nombre d'entre nous, d'entre vous, vont aller feuilleter le guide. Voilà, s'imprégner un peu de toute cette information. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail. Même si la dynamique est lancée, les freins sont encore nombreux. On a vite tendance à se dire que mettre du lin dans un composite, c'est super, c'est environnementalement
vertueux, etc. Mais voilà, on se rend bien compte qu'on peut perdre des choses à côté, voilà, les transferts d'impact peuvent être importants. Voilà, toutes ces notions-là, effectivement, et on le voit dans la filière textile de manière générale, tout est en construction. Les bases de données sont en construction. La thématique de l'affichage environnemental au sein de la filière textile, c'est un vaste débat en ce moment. Ça illustre très bien voilà, tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Je pense qu'il y a des réflexions à mener. Peut-être que ça intéressera aussi des gens voilà, de se rapprocher des centres techniques pour en discuter, pour éventuellement évoquer des problématiques propres qui ne sont pas forcément identifiées. Merci à tous les deux. Voilà, les deux experts, deux experts bavards. Jean-Charles, il m'a dit, je peux faire le temps que tu veux. Il dit, moins d'1 heure, c'est bien. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis à la rentrée, on va se retrouver sur d'autres thématiques. Oui, Suzanne? Je disais, on peut laisser nos contacts peut-être ou dans le Bien chat. évidemment, dans le chat. Voilà. Et puis, besoin. On rajoutera une présentation parce qu'effectivement, je vois dans le chat, savoir si la présentation est peut-être accessible et diffusable. Donc oui, tout à fait, on pourra vous la diffuser. Alors de toute façon, normalement, a priori, le replay aura marché. donc, à partir de demain, dans la journée, je vais le mettre sur YouTube. Donc, moi, j'envoie le lien à toutes les personnes inscrites pour au moins avoir le replay. Par contre, je vois que vous n'avez pas mis les coordonnées enfin. C'est pour ça que je veux bien que les coordonnées soient mises dans le chat, que tout le monde puisse les récupérer. Et puis, de toute façon, on fera passer des questions s'il y en a. Moi, ce qu'elle soit en première page, mais je crois pas. Non. Non, il y avait les noms, mais pas les emails. Je vais mettre ces coordonnées-là dans le chat de suite après. Super. Parfait. Encore un grand merci. Et puis encore un petit mois de travail, mais sinon, on va vous souhaiter de bonnes vacances. Et puis, nous vous donner rendez-vous à la rentrée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup à tous. Au revoir.